Bonsoir. Adama Barrow sous pression. Le président gambien fait face à deux fronts. D'une part, il y a ceux qui demandent le respect de sa promesse électorale de céder le pouvoir au bout de 3 ans. Et d'autre part, il y a les partisans de l'ex-dirigeant Yahya Jammeh qui réclament le retour de celui-ci au pays. Plus de 130 personnes ont été interpellées lors d'affrontements entre forces de l'ordre et militants du mouvement 3 Years Jotna qui ont rappelé au président, lors d'une manifestation, sa promesse électorale de quitter le pouvoir après 3 ans. Les autorités ont interdit le mouvement et fermé 2 radios privées. Plus tôt ce mois, les partisans de l'ancien président Yahya Jammeh sont descendus par milliers dans la rue. Et de leur côté, les organisations de défense des droits humains ont dénoncé la répression policière. Qu'est-ce qui explique cette soudaine montée de la tension en Gambie? Le régime a-t-il du mal à répondre aux demandes sociales des Gambiens? Y a-t-il une nostalgie à Jammeh? Nous allons évoquer tout cela au cours des 30 prochaines minutes. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Washington Forum. Il y a 3 ans, Adama Barrow, très peu connu dans la scène politique gambienne, arrivé au pouvoir à l'issue d'un processus électoral mouvementé qui a abouti à l'exil de l'ex-homme fort du pays, Yahya Jammeh. 3 ans après, son successeur fait face à sa première crise majeure. Le point avec Salwa Diafari. C'était il y a 3 ans, on le croyait parti pour de bon. Mais l'ombre de Yahya Jammeh plane toujours sur une Gambie plus que jamais divisée. Une tranche importante de la société a du mal à tourner la page, refuse de tourner la page. Nous avons réellement besoin de lui parce que nous souffrons dans ce pays. Depuis que Yahya Jammeh est parti, nous n'avons plus de paix. Nos enfants payent pour aller à l'école maintenant. Avant, c'était gratuit. Nous souffrons vraiment dans ce pays. Et ils sont des milliers à partager cet avis. Un ras-le-bol exprimé lors de cette manifestation organisée il y a quelques jours à Banjul, qui fait suite à une déclaration audio de l'ancien dirigeant où il réclame son droit au retour. Dans un effort d'étouffer dans l'œuf cet élan de zèle, le gouvernement au pouvoir qualifie ce mouvement de subversif, violent et illégal. Il lui interdit à jamais d'agir sur le territoire de la Gambie, selon un communiqué. Ce mouvement a toutes les caractéristiques d'un groupe déterminé à renverser illégalement le président élu constitutionnellement, Adama Barrow. Et pour y mettre la forme et la force, des arrestations, plus d'une centaine dans les rangs des pro-Jammeh, sans oublier une touche populiste, les anti-Jammeh battent le pavé à leur tour. Tuer des gens sans procédure régulière, des personnes disparues dont on n'a pas encore retrouvé les tombes, des jeunes filles violées, des gens torturés, des étudiants tués, des gens jetés en prison sans procédure régulière. Et son parti le glorifie toujours et lui demande de venir en tant que chef du parti. C'est une insulte à la nation gambienne. Une pilule que beaucoup de Gambiens ne sont pas prêts d'avaler, même si le bilan de l'actuel président est loin d'être satisfaisant. Après avoir assuré qu'il ferait un mandat de transition d'une durée de 3 ans, au lieu des 5 ans que lui accordait la constitution gambienne, le successeur de Yahya Jammeh a finalement fait volte-face. Par ailleurs, l'ère Barrow est minée par une économie que beaucoup qualifient de paralysée. Le taux de chômage en dit long, 41,5%. Voilà, merci beaucoup Salwa pour ces explications. Et pour le débat, nous avons 3 invités. De Banjul, Fatou Diagne Senghor, directrice exécutive de l'ONG Article 19. Toujours de Banjul, Pierre Gomez, doyen de la Faculté des Arts et des Sciences de l'University of the Gambia. Et Aïcha Dabo, journaliste et blogueuse basée à Dakar. Merci à tous d'être avec nous pour ce débat. Fatou Diagne Senghor, vous séjournez actuellement à Banjul.
Quelles sont les nouvelles concernant les 137 personnes arrêtées dimanche lors de la manifestation de Trieste-Jotna? On sait que peut-être que certains d'entre eux ont déjà été inculpés? Oui, effectivement, hier, ces personnes ont apparu devant le tribunal et il y a eu des renvois devant la juridiction d'appel au niveau de Banjul, notamment, et certains ont été déjà, en fait, des charges ont été déjà levées contre les dirigeants du mouvement. Parmi ces charges, rassemblement illégal, on a noté. L'autre chose aussi, destruction de propriété, entre autres. Et donc, c'est un procès qui va continuer et ils ont demandé une libération provisoire, en fait, sous caution, et ça leur a été refusé. Et Pierre Gomez, le pouvoir a, on peut le dire ainsi, quelque peu durci le ton avec les manifestants. Dites-nous, est-ce que c'est parce que le pouvoir soupçonne une main extérieure, une manipulation derrière tout ça? Parce qu'après tout, après 22 ans de pouvoir de Jammeh, les Gambiens s'attendaient à plus de liberté, ou bien? Oui, en fait, ce qui se passe actuellement pour anticiper cette question, ce sont les présidentielles qui vont se passer en 2021. Et donc, ça démarre maintenant. Et ce qui fait que tout mouvement est soupçonné de partout. Et donc, le gouvernement pense que le mouvement Trieste-Jotna a le soutien de certains partis politiques ou bien d'un parti politique. Donc, il y a une main derrière, vrai ou faux, voilà la suspicion. Et donc, bon, ce que Trieste-Jotna a nié tout le temps, mais il reste que certains, donc, il n'appartient à aucun parti, mais il se trouve aussi qu'il y a certains leaders aussi de Trieste-Jotna qui appartiennent à certains partis politiques. Et qui sont ces partis? Ils sont de la mouvance de Adama Barrow? Non, en fait, il y a quelques membres de Trieste-Jotna qui appartiennent à UDP, mais ils ne sont pas tous, même si eux, ils disent de façon claire et nette qu'ils ne parlent pas au nom de UDP. Mais pour le parti du président Barrow aussi, ils voient la main secrète quelque part de UDP pour, en tout cas, préparer le terrain. Et ce qui est clair aussi, c'est que maintenant, le président Barrow l'a dit de façon claire et nette qu'il va se présenter en 2021, contrairement aux 3 ans qu'il avait promis. Et donc, l'objectif, c'est de le faire... de préparer 2021. Voilà, au moins ce qu'il ne se représente pas. Parce que se représenter lui va créer beaucoup de difficultés à d'autres partis politiques. Donc c'est ça, c'est l'enjeu. L'enjeu, ce sont les présidentielles de 2021. Donc si c'est possible de le faire partir maintenant qu'il ne se représente pas, c'est l'enjeu de cette mobilisation débat actuel. Donc l'objectif, est-ce que ce serait pas mieux pour Trieste-Jotna que le président ne se représente pas et pour faciliter la tâche, au moins respecter sa parole comme ce qu'il avait promis. Maintenant, c'est question morale et question juridique. Qu'est-ce qui doit primer sur tout ça? Voilà le débat. D'accord. Alors, Aïcha Dabo, est-ce que le président Barrow s'attendait à faire face à une telle vague de contestation juste 3 ans après son arrivée au pouvoir? Je pense que s'il a bien étudié, s'il a eu le temps de bien étudier l'après-Jammeh, il aurait dû prévoir que les choses ont changé, les Gambiens ne se tairont plus, ils ne veulent plus revivre ce qu'ils ont vécu sous Jammeh. Donc pour moi, si Barrow et son équipe, c'était quelque chose à prévoir en fait. C'était quelque chose à prévoir. Et la première manifestation du mouvement Trieste-Jotna démontrait leur force. Parce qu'au-delà des
supposée affiliation politique. Lors de cette manifestation-là, il y avait beaucoup de personnes qui sont venues, pas seulement pour les 3 ans, mais pour l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, les soins de santé, la criminalité qui a augmenté. Donc c'est un peu, oui, les 3 ans, mais il y a aussi d'autres questions de société qui ont été soulevées pendant cette première marche. D'accord. Fatou, le mouvement 3 Years Jotna manifeste pour que le président organise des élections anticipées conformément à sa promesse électorale. Une promesse électorale, tout de même, n'est pas une exigence constitutionnelle, n'est-ce pas? Bon, il est vrai que c'est ce que tous les observateurs, en plus la plupart des observateurs, essayent de dire que bon, nous sommes face à un dilemme entre ce qui a été promis pendant les élections, ce que la coalition avait proposé au peuple lors des élections en 2016 et ce que la Constitution dit. Tout le monde savait ce que la Constitution prévoyait à l'époque, mais ils avaient décidé de faire un programme de campagne autour d'un programme de transition. Maintenant, le président Barrow étant au pouvoir, la coalition, on peut dire, a éclaté quand même depuis un certain temps. Aujourd'hui, le président Barrow gouverne avec peut-être quelques-uns des membres de la coalition, peut-être pas les plus importants sur le plan de leur poids politique par rapport à leur poids électoral, et d'autres partis sont en dehors de la coalition. Et je pense que c'est là où on a ces frictions de plus en plus, parce que ceux qui sont en dehors du gouvernement, c'est eux qui sont peut-être un peu lésés parce qu'ils faisaient partie de cette grande coalition qui a fait partir Jammeh. Aujourd'hui, ils se retrouvent en dehors du pouvoir du fait des difficultés qu'ils ont eues entre eux. Et aujourd'hui, nous sommes devant un dilemme. Ceux qui étaient de la coalition estiment que Barrow doit respecter ces 3 ans. Maintenant, le problème, c'est que ces 3 ans ont été dépassés légèrement depuis décembre et début janvier. Aujourd'hui, il y a un vide juridique. Si le président Barrow quitte, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura des élections anticipées? La Gambie est en plein chantier sur un certain nombre de choses, notamment une constitution nouvelle est en train d'être préparée pour faire changer un peu tout le cadre que Jammeh avait laissé. Et les Gambiens aspirent vraiment à aller vers une nouvelle ère. La première, c'est faire partir Jammeh. Une deuxième ère, c'est vraiment d'aller vers des élections vraiment ouvertes, libres, avec une nouvelle constitution. Et c'était ça le rêve. Ça a pris du temps à se mettre en place. La commission qui est en charge de la constitution n'a commencé à travailler que mi de l'année dernière. Donc aujourd'hui, la constitution n'a pas été finalisée. Je pense qu'elle le sera d'ici mars, le temps de faire les derniers réglages pour aller au référendum. Peut-être que ce sera la fin de cette année. Donc toute l'année prochaine, ce sera une année de campagne. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation très compliquée entre la parole donnée et les réalités politiques. Les réalités politiques font qu'il y a beaucoup d'instabilité dans ce pays, il y a beaucoup de divisions. Est-ce qu'il faut un dialogue? Nous estimons qu'aujourd'hui, c'est peut-être il faut que les acteurs politiques dialoguent pour voir comment régler cette impasse, cette situation difficile et essayer d'aller vers des élections en 2021. Ce que certains observateurs essayent de conclure. Donc, le 3 Years Jotna et quelques peut-être acteurs de la mouvance de l'opposition estiment que, quelle que soit la situation, le président doit partir et qu'on aille vers des élections ou l'ancienne constitution. Beaucoup de Gambiens ne préfèrent pas aussi. Donc, je voulais me tourner un peu vers Pierre Gomez. Fatou Diagne Senghor parlait de dialogue, de nécessité d'un dialogue. Quelles sont les forces en présence en ce moment pour ce dialogue, pour cet éventuel dialogue? Que représente l'ancien parti au pouvoir? Que représente cette partie de l'opposition qui a quitté la coalition aujourd'hui? Vous savez, pour dire vrai, c'est vrai que Jammeh est parti, mais si on regarde les différentes mobilisations de son parti, le APRC, c'est une force à ne pas, en tout cas, négliger. Donc, sur le plan électoral, il s'apaise.
Actuellement, c'est un des deuxièmes ou premiers partis électoralement parlant. Même si, bon, peut-être il faudra attendre les prochaines élections pour voir si vraiment les choses ont vraiment changé. Mais si on se base sur les dernières élections et ces différentes mobilisations, c'est un parti vraiment sur qui il faudra compter. Et eux, ils disent qu'ils sont l'arbitre. Donc, malgré en tout cas les violations des droits de l'homme que les gens ont pu découvrir avec la TRC et puis les autres commissions, il y a une force aussi que le EPRC continue d'avoir. Ça, c'est un aspect. Un autre aspect, c'est UDP. Qu'on le veuille ou pas, UDP c'est une force incontournable dans la vie politique en Gambie. Et c'est ce qui fait que maintenant, vu que UDP n'est plus dans le gouvernement, en tout cas, ils incarnent l'opposition maintenant. Et c'est ce qui fait qu'il y a deux grands blocs maintenant qui s'affrontent. C'est le bloc de UDP de Loya Dabo et la mouvance présidentielle du président Barrow. D'accord. Alors, Aïcha, y a-t-il un malaise socio-économique dans le pays ou ce sont plutôt les Gambiens qui font preuve d'impatience? Quelle est un peu la situation? Bon, c'est une réalité. C'est vrai que depuis le temps de Jammeh, il y avait beaucoup de difficultés par rapport à si on devait comparer, par exemple, le niveau de vie et combien les gens gagnent. Il y a beaucoup de difficultés à vivre de ce qu'on gagne, par exemple, par mois. Donc ça, c'est une réalité. C'est vrai que lorsque Jammeh est parti, comme il contrôlait tout, beaucoup de choses se sont écroulées. Le gouvernement a pris du temps à mettre certaines choses en place, ce qui a davantage frustré les uns et les autres. Il y a un moment où les gens sont restés des mois sans électricité, sans eau, ce qui est essentiel. Donc ça, c'est des réalités que les gens vivent. Donc, quand on parle d'une certaine nostalgie de Jammeh, les gens se réfèrent à ça, mais moi, je ne vois pas de nostalgie qui pourrait avoir par rapport à la personne de Jammeh. On pourra revenir sur cette partie un peu plus tard, d'ailleurs, si vous le permettez. Fatou Diagne Senghor, le gouvernement a tout de même entamé des réformes judiciaires et également des réformes de la sécurité. Est-ce que certains pensent que ce sont les vieux réflexes qui reviennent? Qu'est-ce que vous en pensez avec cette répression de la marche de dimanche? Oui, peut-être pour les réformes. Je pense que le pays est en plein chantier par rapport aux réformes du cadre en général. Beaucoup de lois, pas plus tard que le mois de décembre, à peu près près d'une dizaine de lois ont été sur la table de l'Assemblée et ces lois, en fait, tournent autour des questions de droits humains, des questions de corruption. Donc, je pense que pendant qu'on a des frictions, des difficultés dans beaucoup de domaines, je pense que quand même sur le plan des droits humains en général, on avait vu quand même une pente ascendante. La Gambie a renoué un peu avec ses engagements internationaux en essayant de faire tous ces rapports devant le Comité des Nations Unies, devant la Commission africaine des droits de l'homme. Donc des rapports qui n'ont pas été déposés depuis 20 ans ont été déposés entre l'année dernière et l'année d'avant. Donc je pense qu'il y avait cet espoir, plus aussi tous ces processus internes avec l'implication des différentes parties prenantes pour développer des lois sur l'accès à l'information, réviser les lois sur les médias, tout ça c'était en chantier. En même temps, mais je pense que la question de la crise politique noie en quelque sorte les progrès et c'est là où on a vu que malgré ces quelques progrès au niveau institutionnel, au niveau des lois, nous avons un blocage politique. Si vous le permettez, on peut revenir sur tout cela. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause.
Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Abdourahmane Dia à la présentation. Je rappelle nos invités de Banjul, Fatou Diagne Senghor, directrice exécutive de l'ONG Article 19, toujours de Banjul, Pierre Gomez, doyen de la Faculté des Arts et des Sciences de University of the Gambia, et Aïcha Dabo, journaliste, blogueuse basée à Dakar. Alors, avant de revenir avec nos invités, je vous propose quelques réactions d'auditeurs. Ils ont été nombreux à réagir sur notre page Facebook. Par exemple, Aruna Baldé à Dakar nous dit « Désormais, les hommes politiques africains doivent respecter leurs promesses car les peuples africains sont éveillés et le président Adama Barrow, qui avait promis de faire 3 ans au pouvoir, n'a qu'à assumer et prendre ses responsabilités. » Victoire Kemal à Kolwezi en RDC. Les fausses promesses sont à la base de toutes ces violences. Fermer les radios et les arrestations illégales ne sont pas la solution. Archiduc Théodore N'Djamena nous dit « Le président gambien Adama Barrow doit respecter les promesses électorales qu'il avait faites car celles-ci demeurent les bases véritables de son élection. » Et puis, Alphonse Mbouaki à Kinshasa écrit « En ce qui concerne Yaya Jammeh, dont les partisans réclament le retour au pays, je crois qu'il doit répondre des crimes dont on l'accuse. Les violations des droits humains, les crimes économiques ne peuvent pas rester impunis, n'en déplaise à ses partisans. » Voilà donc quelques-unes des nombreuses réactions de nos téléspectateurs sur Facebook. Et Fatou Diagne Senghor, l'autre aspect de cette crise, justement comme le disait Alphonse Mbouaki à Kinshasa, c'est l'équation Yaya Jammeh. Ses partisans réclament son retour, mais le gouvernement annonce qu'il sera arrêté s'il met les pieds en Gambie. Quelle est la position de l'article 19 ? Parce que le président, l'ancien président est parti après vraiment la grande impasse que le monde entier a suivie. Donc, je pense que se mettre dans cette posture un peu, nous pensons quand même, qui réclame son retour de cette façon, nous pensons que c'était un peu déplacé. Maintenant, les commissions sont en cours, la commission vérité est en cours. Elle doit finir son travail. Je pense que les révélations, elles sont là. Tout le monde entier sait ce que le régime a commis comme crime grave et odieuse. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut faire le bilan. Il faut faire le bilan. Et je pense que c'est important qu'on ne détourne pas l'attention. Il faut centrer le débat sur le droit des victimes à une justice, à des remèdes. Il faut centrer le débat sur aussi la responsabilité collective de certains acteurs qui étaient avec Yaya Jammeh. Et je pense que pour nous, en tant qu'Article 19 et d'autres organisations de droits humains, c'est ça la priorité et ça doit être la priorité du gouvernement. Finir cette commission vérité, tirer les leçons rapidement, parce que la page est en train d'être lue. Nous devons savoir qu'est-ce qui s'est passé au finish, qui ont été responsables et qu'est-ce qui a été l'auteur par rapport à un certain nombre de choses. Il n'y a pas eu un seul auteur, il y a eu plusieurs auteurs sur beaucoup de choses. Et aussi faire des recommandations adéquates pour qu'il y ait justice à certains niveaux, mais aussi qu'il y ait des réparations adéquates pour les victimes. Beaucoup de victimes commencent à mourir, il faut le rappeler. Des victimes souffrent de problèmes de santé. Des victimes ont été dépouillées de tous leurs biens. Et aujourd'hui, je pense que le débat aussi, c'est de revenir à cela et de faire parler les victimes et de regarder aux France et de s'en occuper. Maintenant, le président, lorsqu'il revient au pays, c'est sûr qu'il sera traduit en justice. D'accord. Alors, Pierre Gomez, Yaya Jammeh doit-il rentrer sans être inquiété au nom de l'apaisement et de la réconciliation ou doit-il répondre des crimes présumés dont on l'accuse? Oui, moi je pense qu'il n'y aura pas de justice sans vérité, comme disait l'autre. Et donc, ce qui est important pour moi, la priorité des priorités, c'est vrai, c'est un citoyen gambien, donc il est appelé à revenir un jour en Gambie. Mais voilà, chacun doit répondre de ses actes. Et pour le moment, il y a la commission vérité et réconciliation et tant d'autres. Il serait important pendant 22 ans qu'on puisse savoir ce qui s'est passé. Là, on découvre vraiment certaines choses que, bon, on pensait que ce n'était pas vrai. Oui, certaines choses, on entendait parler. Et là, les gens apportent la preuve de tout ce qu'on entendait ici et là. Et donc, ces confessions que nous voyons, ça permet quelque part au peuple de se réconcilier, de savoir ce qui s'est passé, de vraiment revoir son histoire. Et
et toutes les victimes puissent vraiment comprendre ce qui s'est passé. Parce que certains, ils ont perdu leurs parents, mais ils ne savent pas pourquoi. Et là, le fait de venir devant la commission, d'expliquer comment les choses sont passées, c'est important psychologiquement. Et maintenant, une fois que c'est fait, que la commission puisse donner ses recommandations, à partir de cela, je pense que, tête reposée, le peuple pourra, et le gouvernement pourra vraiment prendre les décisions idoines par rapport à les sanctions à prendre. Et c'est vrai, pour moi, tout citoyen est appelé à rentrer chez lui, mais tout le monde aussi doit répondre de ses actes. Et à partir de ce moment-là, jamais peut être traduit devant les tribunaux si vraiment il y a des crimes avérés. Si tout ce qu'on lui reproche en tout cas est confirmé par la commission lors de ses conclusions. Et mais vous, Aïcha, pour le moment, déjà il y a des conclusions. D'accord. On est obligé d'aller un peu vite malheureusement, Pierre. Aïcha, on a vu cette manifestation pro-Jammeh le 16 janvier dernier. Y a-t-il vraiment un sentiment de nostalgie ou bien personne ne pourrait, un bourreau ne pourrait manquer à personne. Peut-être qu'ils bénéficiaient, ils avaient certains avantages sous Jammeh et c'est ce qui leur manque plutôt que la personne. La personne elle-même. La personne elle-même, parce que Jammeh, comme ils contrôlaient tout, eux, ils bénéficiaient de certaines choses. C'est ce qui leur manque, mais c'est pas la personne qui a causé autant de tort à un pays, à des innocents qui n'ont rien fait. Donc pour moi, c'est pas de la nostalgie, c'est une nostalgie plutôt d'intérêt. C'est ce que je dirais. Peut-être on n'a pas beaucoup de temps, peut-être en 30 secondes, Fatou Diagne Senghor. Pour vous, quel est le modèle qu'il faut pour la Gambie pour ce qui est de la commission Vérité et Réconciliation? Pardonner au nom de la réconciliation ou punir pour éviter une répétition de ce qu'on a vu? Bon, on ne peut pas en fait passer tout sous la table. Il va de soi qu'il faut qu'il y ait quand même que certains crimes odieux, que certains crimes graves puissent être punis. Maintenant, après, il y a un certain nombre de degrés de responsabilité qu'il va falloir reconnaître. Et peut-être il y aura des moments où le pays fera une réconciliation avec un système où certains se pardonneront. Mais je pense qu'on ne peut pas dire maintenant on passe tout sous la table et à perte et profit et on tourne la page. Ce serait dommage pour le pays et ce serait un sentiment, un goût d'inachevé et ça peut créer d'autres conflits. Moi, je pense qu'il y a des responsabilités graves qu'on a déjà vues devant la commission, des gens qui ont quand même confessé avoir tué des dizaines de personnes de manière atroce. Et ces gens-là, ne serait-ce que pour leur propre sanité, pour leur propre futur, doivent en quelque sorte aussi payer un peu et demander pardon au peuple, mais aussi que la justice puisse être faite pour ces cas. D'accord. Donc, je pense qu'il faut un mélange. D'accord, merci beaucoup Fatou Diagne. Peut-être 5 secondes, vous Pierre Gomez, le modèle sud-africain en 1 seconde? Donc il faut les commanditaires, les principaux commanditaires doivent répondre de leurs actes. Et puis, voilà, et après, on verra. Les petits criminels, quelque part, vraiment, vont demander pardon, confesser le crime, quelque part. Voilà, on pourrait avoir une réconciliation. D'accord, merci beaucoup. Les principaux commanditaires doivent répondre de leur Voilà, nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet et notre page Facebook. Sans oublier nos télépartenaires sur le continent. Je remercie toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.